Éric Zemmour, bonsoir. Pour la première fois, vous ne serez pas mon chroniqueur, mais mon invité. Vous avez sorti La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. 230 000 exemplaires déjà. Et dans la première partie, nous allons faire un point ensemble sur ce qui s'est passé depuis votre départ de l'émission. Ensuite, je vais accueillir à tour de deux intervenants, débattre avec vous. Tout d'abord, Henri Peña-Ruiz, philosophe, écrivain, homme de gauche. Il vous a interpellé dans la presse après votre séquence sur le retrait de voile à Drancy avec cette femme qui se prénomme Rachida. On va dire, la laïcité est-elle un cadre juridique ou un socle identitaire? La laïcité est-elle une arme identitaire? On en parlera. Et puis dans la troisième partie, quel projet économique faut-il pour la France? Je vais accueillir Denis Oliven, dirigeant, chef d'entreprise, écrivain, homme de gauche, européiste, libre-échangiste. Quelle part du libre-échange dans la désindustrialisation? On va parler de l'Europe, on va parler des dépenses publiques françaises, on va parler du rôle de l'Europe et puis on va parler aussi du climat. Une petite dernière question qu'on abordera. Jusqu'où la France doit-elle aller pour lutter contre le réchauffement climatique? Et avant de terminer, je vous demanderai une petite conclusion en fin d'émission pour savoir un peu votre mot de la fin. C'est parti, face à l'info. Éric Zemmour, vous étiez à cette place, éditorialiste, journaliste. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes devenu un homme engagé. Qu'est-ce qui a changé entre le Éric Zemmour éditorialiste, journaliste, qui était avant en Face à l'info, et celui que je reçois ce soir? Pour moi, rien. Je veux dire par là que moi, je tiens toujours le même discours. Je dis toujours les mêmes choses. Je fais toujours la même analyse de la situation du pays et je fais toujours le même diagnostic qui entraîne évidemment une certaine politique. Mais ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est le regard des autres. Le regard des médias, le regard du public, le regard des téléspectateurs quand je passe dans des émissions de télévision, le regard des politiques. Tous ces regards qui ont changé, le regard des sondeurs. Évidemment, quand on passe en un mois de 5% à 17%, ils sont là à la fois ébahis, admiratifs et en même temps agacés. Donc vous voyez, il y a tout ça qui a changé. Oui, les gens ne me regardent plus de la même façon. Vous, chez vous, rien? Non mais je veux dire par là, quand je dis rien, je ne parle pas de psychologique. On va parler de psychologique si vous voulez. Je parle du fond des idées. Vous m'avez écouté pendant 2 ans. Franchement, je ne crois pas avoir dit de choses différentes depuis que j'ai quitté l'émission. Simplement, je les ai dit dans un autre contexte, à travers la promotion du livre, à travers des conférences que je faisais dans des salles. Et l'ambiance était différente, il faut être honnête. C'est-à-dire que l'ambiance dans les salles, j'ai déjà fait des conférences depuis des années, j'ai eu d'autres livres. Là, il n'y a pas la même ambiance, je le reconnais volontiers. C'est-à-dire que les gens sont en attente d'une candidature présidentielle, ils sont en attente d'une bataille présidentielle. Il faudrait aussi écouter, mais je pense que vos journalistes sont venus, ils ont entendu ce que les gens me disent après, pendant la séance de signature qui dure 2 heures, 3 heures. Ce sont des gens qui sont à la fois, c'est très paradoxal d'ailleurs, qui sont à la fois désespérés et à qui je donne de l'espoir. C'est ce qu'ils me disent. On va parler de tout ça. Revenons sur ce sondage, justement. Ce sondage à 17-18%, rien, personne ne pouvait imaginer que vous seriez donné au second tour, que vous seriez à ce point dans les sondages. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez déjà gagné? Vous avez imposé vos idées, vous avez rythmé la campagne, vous êtes au cœur de cette campagne présidentielle. Vous avez déjà gagné. Alors, j'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Je devrais préciser aujourd'hui, s'il impose cette question, c'est parce que le pays attend cette question. Et que les autres candidats ne lui parlent pas de cette question. C'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai dit... de quoi doit-on parler à la présidentielle? On doit parler de la France, de son destin. Vous savez, la formule du général de Gaulle, parler de la France aux Français. On doit parler de la France, de son destin, et moi, j'ajoute de ce qu'elle est en danger de mort.
C'est-à-dire que je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Vous m'accordez que je le disais déjà sur ce plateau quand j'étais votre chroniqueur. Absolument d'accord. Mais aujourd'hui, je le dis effectivement dans un autre cadre. Et les gens entendent, les gens attendaient cela. Je pense que les gens sont conscients de ça, vous comprenez. Il y a, comment vous dire, une impasse politique. Il n'y a pas un aveuglement du pays. Une grande partie de la population, vous avez vu ce sondage incroyable, en tout cas pour la classe politique médiatique. On demande aux Français, est-ce que le grand remplacement est crédible et va arriver ? 67% des Français disent oui. C'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, si vous continuez, s'il n'y a pas de réveil politique pour la présidentielle, le grand remplacement aura lieu et une autre civilisation prendra la place de la nôtre, de la civilisation qui est française depuis 1000 ans, européenne, fondée sur le christianisme et la culture gréco-romaine. Voilà ce que j'ai dit. Je pense que les gens attendaient cela. Et voilà ce que vous dites effectivement depuis 2 mois. Exactement. Vous avez quitté l'émission. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez réussi à imposer et à gagner, on va dire, cette première bataille à cause ou grâce à l'état du pays. C'est horrible ce que vous dites. Oui, vous avez raison. C'est horrible. Vous avez raison. C'est cela. C'est-à-dire que, vous savez, depuis... En même temps, j'ai l'impression d'avoir écrit ça depuis 20 ans. J'ai écrit des livres depuis 20 ans, 25 ans. Vous savez, j'ai l'impression, dans ce mois de septembre, comment vous dire, d'avoir mis... Vous m'avez demandé comment on se sent. J'ai l'impression de mettre en un mois toute ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu, écrit, vu, expérimenté, compris, je l'ai mis comme ça sur la table pendant un mois. Pendant 2 mois. Et c'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit, dans mes livres, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris de la situation française, de ce danger de mort, de ce que j'appelle devenir le Liban en grand. Vous savez, on pourrait reprendre plusieurs formules, mais les Français ont compris. Et moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je porte cela, et j'ai mis ça sur la table, comme ça, devant les Français. Et les Français m'ont dit, oui, on est d'accord avec toi, on attendait que quelqu'un se lève et le dise. Alors justement, si vous dites que, parce que vous portez toujours les mêmes thèmes depuis de nombreuses années, mais là vous dites qu'il s'est passé quelque chose en septembre. Pourquoi ? Aussi à cause des médias. Alors j'ai des questions à vous poser à propos des médias, parce que souvenez-vous, Éric Zemmour, on vous reprochait, on voulait vous faire taire, on a fait des émissions, on entendait les manifestants derrière, pendant qu'on faisait les premières émissions, on voulait vous faire taire. Pendant 2 ans, tous les médias se sont bagarrés pour vous faire taire, Éric Zemmour. Vous avez parlé pendant 2 ans sur CNews, et maintenant je vous vois sur tous les médias. Il n'y a pas une chaîne qui vous a pas reçu. Ça vous fait sourire. Pas un média, pas une émission ne vous a reçu. Est-ce que ils étaient hypocrites, ou bien est-ce que vous êtes en train de tomber dans le piège qu'ils vous tendent ? Moi, je ne crois pas tomber dans un piège. Ils n'étaient pas hypocrites. Simplement, ils étaient furieux que... nous fassions une audience aussi formidable. C'était de la jalousie professionnelle, même avant. Donc c'est de la jalousie professionnelle. Moi, si vous voulez, je pense que on pourrait épiloguer longtemps sur les médias, mais je vais aller vite. Je pense qu'il y a une contradiction dans les médias. La contradiction, c'est je fais de l'audience, donc ils veulent m'inviter. On a vu sur une chaîne rivale de CNews le débat avec Mélenchon qui fait 4 millions de téléspectateurs. Je pense que sur BFM, ils n'ont jamais vu ça. On a vu aussi les autres chaînes, etc. Bon. Partout où vous passez, la presse écrite. Très bien. Deuxièmement... Le Monde a fait 8 articles sur vous en 8 jours quand vous avez quitté... Les journalistes veulent raconter une histoire nouvelle. Ils n'avaient pas envie de s'ennuyer avec ce qu'on leur promettait, c'est-à-dire un débat de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui était gagné d'avance pour Emmanuel Macron. Donc, ils n'avaient pas envie de s'embêter. Et en même temps, c'est là où leur contradiction, globalement, les journalistes me détestent, non pas personnellement, je pense, mais idéologiquement. Et ils veulent absolument me faire rendre gorge politique. Et ils sont prêts à tout. Je vois tous les soirs, il y a des documentaires sur moi, à charge évidemment, et qui sortent sur toutes les chaînes, etc. Bon, tout dans les journaux, vous avez raison, Le Monde fait des articles pour me dire à quel point je suis un danger pour la démocratie. Je pense que cette contradiction médiatique est aussi
une des causes de ce mois de septembre et d'octobre. On a l'impression que c'est pour mieux vous embrasser, pour mieux vous étouffer. Je dirais même que, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans... Est-ce que vous n'êtes pas devenu un peu dans le système? Avant, vous étiez hors système, toujours sur les médias. Et maintenant, est-ce que vous n'êtes pas justement... Vous ne jouez pas le rôle de celui qui va être le candidat face à Macron, celui qui va permettre à Emmanuel Macron de gagner? C'est ce que dit tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans ce jeu qui est en train de forger la victoire d'Emmanuel Macron? En fait, vous savez... La victoire d'Emmanuel Macron était programmée avant que je ne rentre dans ce jeu comme un chien dans un jeu de quilles. La victoire d'Emmanuel Macron, elle était programmée parce que tout simplement pour deux raisons simples. Marine Le Pen était promise à un second tour. Je vous rappelle qu'elle faisait 28% avant les vacances d'été. Bon. Et tout le monde savait qu'elle allait perdre. On se souvenait de son débat calamiteux de 2017, même ses électeurs s'en souvenaient, même ses électeurs avaient été humiliés par cette prestation. Et Emmanuel Macron l'attendait serein. Il savait qu'il allait gagner, Marine Le Pen se doutait qu'elle allait perdre, et le candidat de LR, quel qu'il soit, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, on ne parlait pas de Barnier à l'époque, peu importe, quel que soit le candidat, était incapable d'être qualifié pour le second tour, très loin des 28% de Marine Le Pen. Quand on parle de ça, quand on parle de la victoire d'Emmanuel Macron, que je favoriserais, soi-disant, il faut se souvenir de là où on vient. Si je n'étais pas rentré, encore une fois, dans ce schéma, si on ne calculait pas mes intentions de vote dans des sondages, c'était ça le programme, annoncé pour avril et mai prochains. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Donc, si vous voulez, c'est pas moi, ça. Ça, c'est sans moi. Emmanuel Macron avait gagné d'avance. D'ailleurs, vous avez qu'à lire les papiers sur les Macroniens. Je lisais les papiers sur les Macroniens qui vont interroger les proches d'Emmanuel Macron. Ils savent très bien, eux, la vérité. Ils savent très bien que j'ai mis une dose d'incertitude. Mais vous n'êtes pas tombé dans le système, pour vous. Mais vous savez, moi, je pense que... on tombe dans le système si on parle comme le système. On ne tombe pas dans le système si on ne parle pas comme le système. Alors justement, là, et moi, je ne parle pas comme le système. C'est pour cela d'ailleurs qu'il me le fait payer très cher. On a bien remarqué. Moi, j'ai remarqué justement, je vais vous faire mes petites remarques depuis que vous êtes parti, si vous permettez. Mais je vous en prie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes passé, lorsque je vous regarde un peu comme ça dans les médias, vous êtes passé de l'argumentation à la petite phrase, à la petite image. On va regarder une petite image. Je vous avais dit que vous êtes rentré comme un chien dans un jeu de quilles. Regardons. Quelques secondes. Belle image. Oui, pourtant... j'ai réussi, j'en avais raté 3 ou 4 avant. Hein. Bon, là, vous voulez... Donc c'est pour ça que j'étais content. Non, mais on dit, voilà, il gagne, et voilà. Il faut bien s'amuser un peu. Oui, je suis d'accord. Mais Éric Zemmour, entre nous, je vous dis, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas tombé dans la petite phrase, la petite image Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... Moi, j'ai vu l'habitude d'avoir Éric Zemmour dans l'argumentation, dans le combat, dans le débat. Et là, excusez-moi, bravo pour le bullying quand même, le strike, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais attendez. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. C'est comme cette histoire de fusil que je pointe sur les journalistes. Parlons-en. Je pense qu'on a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est pas facile. Je vais de ville en ville, je fais des discours, je réponds aux journalistes qui me posent 10 000 questions. Je reste, je crois, tout le temps dans l'argumentaire, même quand je réponds à tous les journalistes. Donc, je m'autorise, oui, une détente, une plaisanterie. Voilà, c'est un clin d'œil. C'est pas le fond de l'affaire. Je crois que personne n'est dupe. Personne n'est dupe, mais ce sont des images qui restent, comme l'image justement de l'arme Millipol. On va voir pendant qu'on parle justement, lorsque vous avez pointé cette arme sur les journalistes. Est-ce que c'est pas de la naïveté politique? Je reviens, Éric Zemmour, sur cette image parce que ce n'est pas l'image qu'on a en général de vous. Avant, justement, ces 2 mois qui se sont écoulés. Mais vous savez, je vous le répète, je plaide le droit à la plaisanterie. Il n'y a pas de limite à la plaisanterie? Je sais pas. Non, mais lorsque vous êtes un engagé politique, il n'y a pas de limite à la plaisanterie? Je ne pense pas, moi. Mais comme quoi, vous savez, peut-être que je sous-estime, et je l'apprends au fur et à mesure,
à quel point, grâce à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les sondages, etc., à quel point maintenant chacun de mes gestes, chacun de mes mots est l'objet d'un examen sourcilleux et d'attaques systématiques. C'est vrai que je le découvre. Maintenant, il faut l'accepter. Je pense que vous savez que les Français ne sont pas dupes. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent très bien distinguer la blague même potache, même de mauvais goût. À la limite, je vous l'accorde. Même la blague de mauvais goût, avec l'argumentation, le sérieux, le discours sur la France dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a l'écume et il y a le fond. Je pense que les gens, contrairement aux médias, les médias, vous savez, c'est un Moloch médiatique. J'ai retrouvé cette formule-là, vous allez rire, elle est d'Emmanuel Macron en 2016. Il dit « il faut alimenter le Moloch médiatique ». Il a raison. Le Moloch médiatique tente de vous dévorer. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dévorer? Où est l'argumentation? Je pense, par exemple... Mais l'argumentation est tout le temps là, Christine. Écoutez mes discours, écoutez mes réponses aux journalistes. J'argumente et je ne lâche pas un argument, je vous assure. Mais vous le savez très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a ces images. C'est vrai que je vous dis, c'est des instants de détente. On est des êtres humains. Je ne suis pas tout le temps dans le tragique de l'histoire. J'ai le droit aussi de me détendre en jouant au bowling. Pas dit que vous n'avez pas le droit de détendre. Bon. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite à la détente? Ça, c'est ma question. Et Éric Zemmour, par exemple, lorsque vous dites que vous avez le droit de vous détendre, par exemple, lorsque vous dites Marlène Schiappa, c'est une imbécile, pour vous, là non plus, vous n'avez pas été trop loin? Non. D'accord. Je vais vous dire, j'assume toujours. Vous savez très bien que j'assume toujours mes propos. Et en plus là, jamais. Et là, en plus là, franchement. C'est Marlène Schiappa qui a lancé la Lali contre moi pour cette image de fusil, pour cette blague de fusil pointé. C'est pas elle qui est sur la liste pour être éventuellement candidate à la présidentielle? Non, pas du tout. Vous, oui. Mais sa réflexion était imbécile, je le maintiens. Elle montait sur ses grands chevaux en disant que je menaçais la liberté de la presse et tout. C'était imbécile, voilà. Vous n'hystérisez pas le débat, comme le dit par exemple la gauche? Regarde. La gauche et tous vos ennemis. Je peux citer? Je vous en prie. Arnaud Montebourg. Il estime que vous n'avez qu'un seul programme, les Arabes à la mer. Il faut faire taire Zemmour. Yannick Jadot. Zemmour, ce petit collabo de salon qui se prend pour un résistant, même pas en rêve. Fabien Roussel, qui veut vous rendre inéligible tous ceux qui ont été condamnés pour incitation à la haine. Ou bien Anne Hidalgo, ou bien encore Olivier Véran, qui vous qualifie d'aventurier, du repli, du rejet, du racisme. Vous n'hystérisez pas le débat? Là, en l'occurrence, ce n'est pas moi. Je suis d'accord, mais est-ce que ce ne sont pas des réactions à votre... Absolument. Si vous voulez d'abord, je vais vous dire sur ce thème d'hystériser le débat, et je répondrai ensuite plus en détail à tous ces gens. Hystériser le débat, ça veut dire faire monter, si j'ai bien compris, la violence des propos. Moi, je pense que la mort de la France mérite des propos violents. Je considère que, oui, perdre mon pays tel que je l'ai connu dans mon enfance, ne pas pouvoir transmettre mon pays à mes enfants et à mes petits-enfants plus tard, à nos enfants, à nos petits-enfants, ne pas pouvoir transmettre ce pays, le transformer en Liban en grand avec la guerre civile, avec la misère, avec la corruption, allez voir ce qui se passe au Liban. C'est ça notre destin. Ça mérite des mots violents, oui, j'assume. Et des mots durs, oui, j'assume, parce que c'est une question de vie ou de mort pour notre pays que nous aimons. Combien de fois, madame, chère Christine, j'entends des gens qui viennent me dire « Si vous êtes élu président de la République, je ne partirai pas à l'étranger. Si vous êtes élu, mes enfants échapperont à la barbarie. Si vous êtes élu, mes enfants pourront vivre en France comme des Français. » J'entends ça tout le temps. Donc oui, ça mérite des propos violents, parce que c'est notre destin collectif de notre pays et des Français, de nos enfants, qui est en cause. Quand des gens me disent « grâce à vous, peut-être ma fille ne devra pas se voiler, peut-être ma fille ne sera pas agressée », vous voyez, c'est ça pour les gens. Bon. Donc oui, il y a une violence des propos légitimes. Maintenant, je réponds. Vous remarquez que tous ces gens de gauche ne me répondent pas sur le fond. Ou bien En Marche, oui. Ou En Marche, c'est là où je disais justement que vous êtes... Ils ne me répondent pas sur le fond, ils m'insultent. Moi, je n'insulte personne, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? En vérité,
c'est toujours la même chose, c'est le petit théâtre antifasciste. Vous vous souvenez, j'ai raconté ici comment Staline avait inventé ce théâtre antifasciste et comment il avait dit que tout adversaire des communistes devait être traité de fasciste. Je vous ai apporté, j'espère qu'on la montrera à l'antenne, je vous ai apporté cette magnifique affiche de 1958. Je crois même que c'est 1951, avec une image de Forgeron. Par le Parti communiste. Par le Parti communiste. Vous la voyez, le De Gaulle, c'est le fascisme. On peut pas dire mieux. Maintenant, chacun est dans son style. C'est pas un peu facile de se cacher derrière le... Ah, je me cache pas derrière le général de Gaulle. Je veux dire par là que la gauche fait toujours la même chose. Je ne me prends pas pour le général de Gaulle. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'elle a un adversaire dangereux, elle le traite de fasciste. Bon. Maintenant, tous ces gens de gauche qui se révèlent des grands gaullistes devant l'éternel, j'écoutais la grandiloquence grotesque d'Arnaud Montebourg, d'un avocat toujours en quête d'affaires, qui jouait aux gaullistes. Mais M. Montebourg est un gaulliste de bar tabac. M. Montebourg est socialiste. Et les socialistes ont toujours combattu le général de Gaulle. Les socialistes, en 1958, M. Montebourg n'était pas né, criaient que de Gaulle était un fasciste, que de Gaulle était le Duce Mussolini, que de Gaulle était le général Franco. Ça, c'est les grands frères de M. Montebourg, qui se prend maintenant pour un grand résistant. C'est la Chambre de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par ailleurs, je rappelle que le général de Gaulle a donné l'indépendance de l'Algérie à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées. Il a écrit, il a dit... regardez les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mettez ensemble, après ça se sépare. Il a dit, est-ce que M. Montebourg est gaulliste? Est-ce que M. Montebourg est l'adversaire du général de Gaulle? Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui, dans la société, Éric Zemmour? Est-ce qu'il n'y a pas une limite peut-être à certains propos? C'est une question que je vous pose. Une limite à certains propos, puisque c'est ce qu'on vous reproche, d'aller trop loin dans vos propos, d'hystériser. Je comprends ce que vous dites et j'entends bien lorsque vous dites qu'on vous traite de fasciste. J'entends bien que c'est révoltant. Après, est-ce qu'il n'y a pas... Je prends l'exemple de Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas été réélu. Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu son courant de pensée en ayant des mots justement parfois trop violents? Je ne pense pas du tout. Je pense que les électeurs, tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63%, je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France, tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider par des professionnels de l'entourloupe, comme M. Montebourg, ou des communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui. En plus que M. Roussel est l'héritier de M. Marchais, qui, il y a 40 ans, parlait exactement comme moi. Vous voyez, ça m'amuse beaucoup, tout ça. Donc, non, je pense pas que, au contraire, je pense que les gens sont contents quand je suis dur avec tous ces, tous ces agents de la disparition de la France. Je ne serai jamais assez dur avec eux. Et je pense que les Français seront toujours heureux que je sois dur avec eux parce que eux, ils ne peuvent pas être durs et ils souffrent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ce sont eux qui vivent les drames et les ravages causés par l'immigration de masse que nos pseudo-élites ont encouragés et ont favorisés et en tout cas subi. Bon, donc, Éric Zemmour. Et Trump, je ne pense pas du tout qu'il a payé la violence de ses propos. Voilà. Il a payé d'autres choses. Je vous avais déjà posé sur le plateau, est-ce que vous êtes raciste? Moi j'entends raciste, xénophobe, mais vous recevez, là même aujourd'hui, vous recevez un raciste, un xénophobe, un homophobe. Enfin, je sais pas quoi, c'est vous savez, ma chère Christine, les mots, il ne faut pas vous laisser avoir. Ah non, les mots ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire? Raciste, qu'est-ce que c'est raciste? On en avait déjà parlé, je m'en souviens très bien. Un raciste, c'est celui qui considère qu'il y a une hiérarchie des races et que chaque être a une intelligence, une utilité en fonction de sa couleur de peau ou de sa race. Je rappelle d'ailleurs que le concept de race est au départ un concept
scientifiques ou pseudo-scientifiques, de militants de gauche, progressistes au XIXe siècle, qui veulent détruire l'image universelle du catholicisme. Vous savez, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Faut pas oublier ça. Donc vous vous défendez d'être... Et donc, moi, je ne pense pas qu'on soit supérieur parce qu'on est blanc, noir, jaune, etc. Donc je ne suis pas raciste. Et je dirais autre chose. Le racisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu dans leur vocabulaire? C'est devenu simplement vouloir défendre sa culture, son identité, ses mœurs. Et je m'appuierai sur le plus grand anthropologue français du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, qui, vous savez très bien, c'est à lui que l'UNESCO, en 1945, après la guerre et après les drames du nazisme, avait demandé un texte qui s'appelait Race et Histoire, sur le racisme. Et dans un autre texte, M. Lévi-Strauss, quelques années plus tard, disait... D'Anthropique ? D'Anthropique, et dans un autre texte aussi qu'il avait fait pour l'UNESCO, que le racisme, c'était uniquement ce que j'ai dit. C'était mesurer les crânes, c'était regarder la taille des yeux, etc. Mais que on avait, chaque culture, je cite M. Lévi-Strauss, chaque culture avait le droit de rester sourde aux valeurs de l'autre. Chaque culture a le droit de défendre sa spécificité, ses mœurs, son identité. Ce n'est pas du racisme, ça. C'est au contraire pour le bien de l'humanité, pour le respect de la diversité dont on nous rebat les oreilles tout le temps. Eh bien, si vous voulez, la diversité humaine, c'est aussi que la France reste la France, parce que c'est comme ça qu'elle apporte au monde. C'est pas en devenant un 51e État islamique. Non, en restant la France, elle apporte au monde beaucoup plus. Il y a un décalage quand même, Éric Zemmour, entre ce que vous dites là, par exemple, et l'image qu'on a de vous. Il y a un décalage, par exemple... Non, mais c'est vrai. Par exemple, là, quand vous expliquez, il y a un décalage entre les musulmans qui se sentent véritablement agressés par vous, et lorsque je vous entends, cette petite musique, dire que vous n'avez rien contre le musulman, vous avez contre l'islam. Alors, on aurait beaucoup de choses à dire, mais Henri Pignarus viendra vous attaquer un petit peu sur la laïcité, et sur l'économie, on parlera tout à l'heure. En revanche, on vous traite aussi de misogyne. Je veux parler un petit peu des femmes. Ça vous fait sourire, mais regardez. Oui, parce que c'est tellement stupide, mais je vais vous répondre, bien sûr. Par exemple, là, depuis 2 jours, sur les réseaux sociaux de ceux qui vous soutiennent, on a vu des images, on va les voir, des images de femmes qui soutiennent Éric Zemmour. J'ai regardé, je crois que c'est cette vidéo que j'ai regardée, 28 femmes dans cette vidéo disent soutenir Éric Zemmour. On dit vraiment que là, il y a un comble, un fossé à combler, que vous avez quelque chose à vous reprocher que Non, je pense vraiment pas... En tout cas, vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou comprendre des femmes. C'est 25 millions d'électrices, 52% des électeurs sont des femmes. Non, d'abord vous exagérez. C'est-à-dire vous exagérez. C'est-à-dire que, je vous dis, je n'arrive pas à me faire entendre des femmes, c'est faux. Il y a beaucoup de femmes, vous savez, vous devriez me suivre dans la rue, vous verriez, il y a beaucoup de femmes qui m'arrêtent et qui me disent « vous avez raison, continuez, on est avec vous » etc. Alors, c'est 2 femmes sur 3 dans le sondage de Elle qui disent qu'elles ont peur pour leurs droits si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est qui ? Ce sont des femmes qui sont, je pense, victimes de la propagande contre moi. Je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes, au contraire. Je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que tout simplement, soyons sérieux. Tout est parti d'un livre, il y a 15 ans, qui s'appelait Le Premier Sexe, dans lequel j'écrivais 2 choses, essentiellement. Je vous fais vite, évidemment, un résumé. 1, je regrettais la dévirilisation des sociétés, c'est-à-dire le fait que les valeurs féminines prennent le pas sur les valeurs masculines, et je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était rédhibitoire pour notre société, et surtout, je dénonçais d'avance, avec 15 ans d'avance, l'évolution du mouvement féministe vers une volonté d'indifférenciation, le fait que, on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du genre, qui explique que le biologique ne compte pas, que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme, qu'un jour vous pouvez être homme et qu'un lendemain vous pouvez être femme, et moi aussi. Moi, je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel.
comme elles disent, mais je pense qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. C'est tout ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que Vous êtes encore incompris, Éric Zemmour. C'est ça. Non, mais c'est normal parce que vous avez vu la machine. Mais vous avez raison, je suis en partie incompris parce que vous avez vu la machine de propagande contre moi. Je ne compte pas, je le dis là ici, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Ce n'est pas dans mon esprit. Et je pense que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même droit à avoir évidemment des études, un travail, ce qu'elles veulent. Évidemment, je ne suis pas là pour enlever le moindre droit. Mais je voudrais dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, parce que cette querelle-là, c'est une querelle intellectuelle, ça m'amuse d'ailleurs parce que j'avais lu il y a quelques années le livre d'un livre de Léon Blum, oublié aujourd'hui, qui s'appelait Du mariage. Et dans ce livre, on était dans les années 20, il proposait que les femmes aient la même vie que les hommes. Sexuelle, libre avant le mariage que les hommes. Ça avait fait un scandale incroyable. On l'avait traité de pornocrate, etc. Et en 1936, pendant la campagne, il est arrivé au pouvoir avec le Front populaire, on lui reprochait encore ce texte. Donc ça m'amusait parce qu'il y avait, vous voyez, voilà, il m'arrive la même chose. Parce que je veux dire que les choses ont évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace les femmes? Qu'est-ce qui menace leur liberté? Qu'est-ce qui menace leurs droits? Qu'est-ce qui veut les mettre sous une bâche qu'on appelle un voile ou un hijab? Qu'est-ce qui veut les renvoyer à la maison? Qu'est-ce qui les menace, qui leur crache dessus, voire qui les frappe quand ils sont en jupe dans les quartiers de banlieue et islamisés? Ce n'est pas moi. Au contraire, moi, je suis le seul adversaire de ces gens-là. Et je voudrais dire que les complices de ces gens-là, les alliés de ces gens-là, ce sont justement les féministes qui hurlent au racisme dès qu'on leur montre la réalité. Ce sont les Clémentine Autain et autres, toutes ces féministes qui sont les alliés des ennemis des femmes. En vérité, moi je pense qu'il faudrait émanciper les femmes du féminisme. Je ne désespère pas, là, dans les mois qui viennent, de les convaincre. Je suis sûr de pouvoir les convaincre. Il y a encore du travail, je crois. Mais je suis là pour ça. On va faire une petite page actualité avant de passer à juste un peu des réactions sur l'actualité, puisque j'ai vu que vous n'avez pas, je crois, réagi à Sophie Petronin, ex-otage, puis libérée il y a 1 an en échange de 200 djihadistes. Elle est retournée au Mali. Son fils dit ne pas comprendre la polémique, où elle est jugée irresponsable. Je ne vous ai pas vu réagir. Sophie Petronin, responsable, irresponsable? Je pense qu'au moins, elle est cohérente. Elle a dit, lors de sa première libération, qui nous a coûté 200 djihadistes, vous avez bien fait de le rappeler, qu'elle était devenue musulmane et que de toute façon, il ne fallait plus l'appeler Sophie, mais Mariam. Vous vous souvenez qu'elle s'était convertie à l'islam. J'y vois la confirmation de tous mes dires. Cette femme, manifestement, est devenue musulmane et elle n'est pas l'otage des djihadistes, mais leur ami et leur allié. Libre à elle. L'erreur funeste, c'est celle de nos gouvernants qui ont libéré 200 ennemis de la France pour sa prétendue ou sa soi-disant libération. Elle n'était pas prisonnière, elle n'était pas otage. Elle était l'amie de ces gens-là. Grand bien lui fasse. On va continuer avec l'actualité aujourd'hui. LR, on a vu que les LR, il y a 5 potentiels candidats qui ont annoncé leur parrainage. On a vu Barnier-Ciotti, Juvin, Pécresse pour rendez-vous donc pour le congrès du 4 décembre. Ils ont tous annoncé leur parrainage et vous en êtes... moi, je ne suis pas candidat aux primaires de LR. Je sais. Pas des primaires, en plus c'est un congrès. C'est un congrès, c'est même pas des vraies primaires. Mais vous avez combien de parrainages, vous? 230 000 je ne m'occupe pas de ça, je ne m'occupe pas de ça. Il y a des gens qui s'en occupent. Non, vraiment, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas, je ne vais pas vous dire ça, je n'observe pas cela, je suis ça de loin. Il y a des gens qui effectivement s'occupent de cela. Je ne sais même pas, je pense que oui, d'après ce qu'ils me disent, mais voilà, je ne suis pas ça au jour le jour. Je rappelle que vous avez une petite conclusion à la fin. On va vous poser des petites... On a le temps. On a le temps. Et puis, un dernier mot, peut-être deux questions encore sur l'actualité. Votre stratégie de taper sur le Rassemblement national, alors que vous prenez l'union des droites, est-ce que certains disent qu'on ne comprend pas de cette stratégie
Alors que, par exemple, le Rassemblement national, ils étaient les premiers à vous défendre pour la liberté d'expression lorsque vous ne parliez pas, lorsqu'on voulait vous faire taire. Et on ne comprend pas, on a l'impression que c'est une petite trahison. Ah. Vous allez arriver à faire l'union des droites avec Je pense d'abord que, oui, certains du Front National m'ont défendu pour défendre ma liberté d'expression, c'est vrai. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont défendu à ce propos. Il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner à mes procès et qui n'étaient pas du Front National. Mais je voudrais dire deuxièmement que moi, j'aime les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Ce sont eux qui, en partie, regardaient cette émission. Ce sont eux qui achètent mes livres. Ce sont eux qui viennent dans mes conférences. Ce sont eux qui m'aiment. Et moi, je leur rends cet amour. Je pense qu'ils ont... Vous savez, ça n'a pas été facile pour eux depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ils ont été ostracisés, virés de leur boulot parfois. Ils étaient obligés de se cacher, comme si c'était des pestiférés, uniquement parce qu'ils voulaient défendre la France. Maintenant, c'est l'extrême droite décomplexée ? Non, je vous dis, ces gens-là, moi, je les aime et je les défends. Et c'est justement pour cela que je fais ce que je fais. Si vous voulez bien comprendre la situation politique, le Front National est à la fois la victime et l'acteur d'un piège mortel tendu par Mitterrand il y a 40 ans et qui a fait des idées nationales patriotiques l'exclusivité, le monopole de ce parti pour mieux l'enfermer dans un statut de paria. Et vous voulez les libérer ? Exactement. Vous allez y arriver ? Que Dieu vous entende. Mais c'est ça mon objectif. C'est les libérer pour leur donner enfin la possibilité de défendre leur pays efficacement. C'est tout le drame, malheureusement, du Front National. Donc effectivement, oui, il faut rassembler tous ces gens. Il faut rassembler les gens de LR, les gens de la droite qui ne se reconnaissent plus dans leurs candidats. Vous avez cité des candidats. Il y a par exemple mon ami Ciotti qui est très proche de moi. Mais il y a les trois favoris. Ce n'est pas du tout faire injure à Éric Ciotti. Les trois favoris, il y a M. Juvin. Les trois favoris sont évidemment Barnier, Pécresse et Bertrand. Les trois, ce sont les mêmes. Ce sont des candidats centristes. Ils font campagne pour le congrès de LR, mais en fait, ils font campagne pour être le Premier ministre de Macron. Si vous voulez, ce sont exactement les mêmes. Je pourrais détailler, on n'aura pas le temps. Je ne sais pas si Xavier Bertrand, il est si centriste que ça, lorsque j'ai Xavier Bertrand, vous savez à qui... Regarde, Éric Zemmour, sa conférence de presse. Non mais attendez. Dites-moi. Ne soyez pas dupes. Je suis sûr que les électeurs et les militants de LR ne le sauront pas. Là, depuis un mois, ils tiennent un discours complètement différent. C'est ça. De ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait pendant 20 ans, 30 ans. Monsieur Xavier Bertrand a quitté LR parce qu'il trouvait que la ligne conduite par Laurent Wauquiez était trop à droite. Là, il a fait une conférence de presse aujourd'hui sur l'immigration. Il a dit qu'il va faire un référendum sur l'immigration à l'automne 2022. Il a dit qu'il y a triple frontière, qu'il mettra 3 frontières. Oui, mais bien sûr, il va tout inventer là. Et la frontière nationale. Écoutez, votre réaction sur c'est très bien. Je suis ravi. Ils viennent tous parler d'immigration parce que j'en parle. Ils viennent tous parler de cela. Même Monsieur Barnier ose dire que il faut supprimer le regroupement familial et qu'il faut faire une espèce de bouclier constitutionnel contre le droit européen. Monsieur Barnier, commissaire européen pendant des années, qui a défendu l'Europe fédérale. J'ai connu M. Barnier il y a 30 ans dans les réunions du RPR. Il se faisait houspiller, insulter. Donc vous faites bouger les lignes. Par les gaullistes. Et maintenant il condamne et il brûle tout ce qu'il a adoré pendant 30 ans. Bon, Éric Zemmour, j'aurai encore plein de questions à vous poser, mais on va laisser la place à certains qui ont envie de vous contredire sur la laïcité. On va en parler avec Henri Pérignon-Ruiz qu'on va recevoir dans un instant. Il a fait une tribune dans Marianne. Il vous a interpellé en disant que vous salissez la laïcité. On le reçoit tout de suite.